Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sainte-Soline, 25 mars, manifestation contre les méga-bassines. On se souvient des images d'une rare violence, des grenades par milliers, des blessés par centaines. Et si le rapport des événements par la gendarmerie nationale ainsi que la préfecture des Deux-Sèvres était factuellement faux, l'Observatoire des libertés publiques et des pratiques policières et la Ligue des droits de l'homme ont travaillé depuis ces 3 mois pour retracer, minute par minute, les événements de manière précise, concise, avec vidéos, photos, preuves à l'appui. Et leur rapport, intitulé « Empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain », diffère des rapports officiels de la gendarmerie nationale et de la préfecture fournis au ministère de l'Intérieur. Ministère tenu par Gérald Darmanin, qui a également menti. On fait le point avec Capucine Blouet et Flavian Lozu, tous deux observatrices et observateurs pour la Ligue des droits de l'homme. C'est l'entretien d'actu. Alors bonjour Capucine Blouet, bonjour Flavien Lozu, donc vous êtes tous les deux observateurs, observatrices pour la Ligue des droits de l'homme. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est être observateur pour la LDH ? Oui, tout à fait. En réalité, en fait, les observatoires, donc il y a une quinzaine d'observatoires en France, et ce sont des collectifs qui sont le produit de l'association de la LDH, donc c'est toujours à son initiative, mais il peut y avoir également d'autres associations ou syndicats. Nous, on fait partie de l'Observatoire parisien des libertés publiques et on est avec le syndicat des avocats de France, enfin, la section parisienne, et puis la fédération de Paris de la Ligue des droits de l'homme. Et donc peut-être pour compléter, du coup on a observé des dizaines voire des centaines de manifestations, et là exceptionnellement pour Sainte-Soline, on a créé ce qu'on appelle un interobservatoire. C'est-à-dire qu'on s'est réunis avec plusieurs autres observatoires de toute la France et on a décidé de partir tous à Sainte-Soline. Donc on est parti à 22 personnes à Sainte-Soline pour observer le maintien de l'ordre dans le cadre de la manifestation. Vous étiez 22 et vous étiez postés à différents endroits avec différentes personnes à la manifestation pour bien tout observer dans l'ensemble ? Oui, tout à fait. Et en réalité, du coup, nous, notre objectif, c'est vraiment d'observer le maintien de l'ordre et les pratiques policières. Et pour ça, on répond à un certain nombre de principes, puisqu'on a un statut qui est protégé notamment par le droit international. Et parmi ces principes, il y a la neutralité comportementale, qui est une condition sine qua non de toute observation. Il y a la gendarmerie nationale et la préfète des Deux-Sèvres qui ont tous deux fait un rapport au ministère de l'Intérieur après la manifestation de Sainte-Soline du 25 mars dernier contre les méga-bassines. Et vous, ce que vous avez constaté sur le terrain diffère de ces rapports, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Alors, en réalité, il y a même 3 rapports, puisqu'il y a aussi un rapport de l'IGGN, notamment sur l'usage des LBD par le PM2I, donc les gendarmes en quad. On a constaté la publication de ces rapports et on était assez effarés par le nombre d'éléments qui étaient factuellement faux, que nous, on avait observé presque des fois l'inverse. Et donc, dans le rapport, on s'attache à montrer, preuve à l'appui, pourquoi certains éléments dans les rapports sont faux. Donc l'IGN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour bien. On va commencer donc du coup dans votre rapport. On commence par une préparation de manifestations déjà problématiques. Vous pointez des arrêtés d'interdiction, de la surveillance, des réquisitions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment en amont déjà il y a quelques éléments qui sont problématiques ? Oui, en fait, ça commence même avant la question des arrêtés d'interdiction, des réquisitions du procureur de la République. Dès novembre 2022, à la suite de la manifestation qui avait eu lieu le 29 octobre, Gérald Darmanin a pris la parole en évoquant des actes qui s'apparentent à de l'écoterrorisme. Et donc, on a, dès novembre 2022, eu la construction de militants qui seraient des terroristes participant de façon générale à la criminalisation des mouvements sociaux et puis au discrédit, évidemment, de ces manifestants. Et ce qui justifie ensuite... il y a 8 arrêtés qui ont été pris d'interdiction. On a des dispositifs de renseignement et de surveillance qui sont assez hallucinants, c'est-à-dire de la captation d'images par hélicoptère qui survolent la zone, des véhicules de surveillance qu'on a aperçus à plusieurs reprises. On a la captation des images par les forces de l'ordre elles-mêmes, et puis même le recours à des produits marquants codés. Et donc, évidemment, tout ce dispositif apparaît comme, dès le départ, en fait, une première démonstration de force. Pour se rendre compte, quand même, de tous ces contrôles en amont de la manifestation, nous, on part de Paris la veille de la manifestation.
Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on se fait contrôler la voiture en sortant d'Île-de-France. On nous demande où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire à la manifestation. C'est-à-dire qu'il y avait des contrôles même en Île-de-France pour la manifestation à Sainte-Soline. C'est assez effarant, quoi. Et du coup, vous, en tant qu'observateur, observatrice, est-ce que vous avez été entravé d'y aller, ou le matériel que vous aviez? Parce que c'est vrai que maintenant, même les masques, les casques sont des objets de répression. Alors oui, peut-être parler de ce fameux arrêté sur l'interdiction d'armes par destination. Donc c'est un arrêté déjà qui est problématique parce qu'une arme par destination, en droit, elle est caractérisée comme telle à partir du moment où l'objet est utilisé en tant qu'arme. C'est-à-dire qu'un stylo n'est pas une arme. Par contre, si je vous le jette dessus, là, ça peut être une arme par destination. Donc, c'est caractérisé quand même à partir de son utilisation. Et cette qualification en amont, elle est problématique. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, les observateurs, il me semble que c'est de Toulouse, l'équipe d'observateurs, qui s'est fait confisquer ses casques et son matériel après la manifestation. Donc, ce qui est un peu assez aussi surprenant, pour ne pas dire alarmant, c'est que même après la manifestation, cet arrêté continue. Donc ça n'a plus aucun sens parce que la manifestation est finie. Et puis aussi cet arrêté, il va jusqu'à 30, voire il me semble c'est même 50 km en dehors de la manifestation. C'est-à-dire que pour prendre un exemple concret, un policier peut contrôler une voiture à 50 km de Melle 2 jours après la manifestation. Il peut considérer que la personne a une égalité si par exemple il possède un casque de vélo. Ensuite, dans le rapport, vous retracez les événements à partir du départ de la manifestation. Donc, le camp, là où les manifestants étaient, où tout le monde s'est rejoint, etc., était à plusieurs kilomètres. Et donc, il y avait 3 cortèges qui sont partis. Vous dites que la stratégie des forces de l'ordre était d'empêcher l'accès à la bassine, quel que soit le coût humain, parce que ça commence à 12h30, quand les premiers manifestants sont à 1 kilomètre de cette fameuse bassine très protégée par les forces de l'ordre. Et là, tout commence. Pour expliquer un peu notre méthodologie, on crée des minutiers où on dit minute par minute ce qui se passe et après on le retranscrit. Et donc nous, là, on observe que le premier usage de la force est fait à 12h35. Et donc il faut savoir qu'à ce moment-là, donc il y a 3 cortèges, rose, jaune et bleu. Ces 3 cortèges sont à 3 endroits un peu différents, mais les 3 cortèges sont à plus d'1 kilomètre de la bassine. Le tout premier engagement de la force, donc à 12h35, est fait sur le cortège bleu. À ce moment-là, le cortège bleu est à l'arrêt à 1 km 400 de la bassine, donc quand même assez loin. Les gens ont décidé de se poser. La plupart des personnes dans le cortège sont assis dans un champ. Et à ce moment-là, il y a le fameux PM2I, qui sont des gendarmes sur des quads. Et donc à ce moment-là, les PM2I viennent au contact. Quelques manifestants commencent à lancer quelques chandelles romaines. Donc on appelle souvent ça feu d'artifice, mais c'est quand même pas exactement pareil entre un feu d'artifice et des chandelles romaines. Donc c'est des chandelles romaines, mais qui ne vont absolument pas toucher les gendarmes. Ça atterrit à plusieurs dizaines de mètres à côté. Et à partir de ce moment-là, les gendarmes tirent d'innombrables grenades sur l'ensemble du cortège bleu. Donc c'est même pas sur les quelques personnes qui ont tiré ces chandelles romaines, mais sur l'ensemble du cortège. Donc ça, c'est là déjà où c'est complètement disproportionné. C'est-à-dire que les personnes qui étaient assises dans le champ, qui commençaient à manger, tout ça, se font complètement gazé. Un premier élément qu'on peut avancer, c'est que dans le rapport de la préfecture, ils font usage de la force parce qu'ils reçoivent des cocktails Molotov. Et nous, ça c'est un premier élément qui nous pose beaucoup de questions, parce qu'à ce moment-là, donc on a 5 équipes, 18 personnes, aucune personne n'a vu de cocktail Molotov à ce moment-là. Et puisque ne dit pas les rapports, que ce soit de la gendarmerie ou de la préfecture, c'est que les 2 autres cortèges sont également gazés, alors qu'eux sont complètement pacifiques, ils ne font rien, ils ne font juste marcher et à la rigueur chanter des slogans. Et à partir de ce moment-là aussi, ils vont subir des gaz et des grenades. C'est aussi à ce titre qu'on considère, donc on parlait de proportionnalité, mais il y a aussi, à ce moment-là, on dit qu'il n'y a pas de nécessité de l'emploi de la force, puisqu'on va l'utiliser à l'encontre de manifestants qui sont pacifiques. Je parle notamment donc du cortège rose et jaune. Et c'est là aussi où en fait on voit toute la construction du récit officiel et qui en réalité donc, ne correspond pas à la réalité matérielle des faits. Quand Gérald Darmanin, la veille, dit « Nous verrons des images extrêmement dures » parce qu'il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et de ceux qui veulent s'en prendre aux gendarmes, peut-être tuer des gendarmes et tuer les institutions. Quand on utilise de la force de façon extrêmement tensiogène, et puis déjà en prenant le risque de blesser, voire de mutiler les manifestants, on produit de façon inévitable des images extrêmement dures. Justement, quand ces 3 cortèges arrivent, vous venez de le dire, on a l'impression que
la gendarmerie avance toujours cet argument dans les rapports de légitime défense. On a l'impression qu'ils font une défense de l'avancée en fait des cortèges. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le fait que les manifestants avancent petit à petit vers la bassine. Après, vous parlez de la période 12h50, 13h30, donc après cette première période de premier gaz lacrymo sur les trois cortèges qui s'intensifient aussi là, quand donc justement les manifestants ont voulu s'approcher de la bassine. Dans le rapport de la gendarmerie, il est mentionné, face à un niveau de violence extrême et aux assauts massifs d'individus extrêmement déterminés et protégés des effets de gaz lacrymogène, un niveau proportionné d'emploi des grenades de désencerclement et de LBD a été effectué. Qu'est-ce que vous constatez dans cette première partie au moment où les manifestants approchent le contour de la bassine? Déjà, ce qu'on voit en premier lieu, c'est nous ce qu'on a nommé un fortin, c'est-à-dire une espèce de muraille de camions et de gendarmes autour de la bassine, en laissant venir les manifestants malgré cette première intervention des gendarmes montés sur les quads. Et à ce moment-là, qu'il y ait eu des violences, oui, c'est un fait. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'on va utiliser la force, comme on l'a dit, de façon absolument immodérée, sur l'ensemble des cortèges, en utilisant des armes classifiées matériel de guerre, et qui sont extrêmement dangereuses sur l'ensemble des manifestants présents, donc y compris aussi les cortèges familiaux, et puis la très grande majorité des manifestants qui étaient pacifiques. Après, il y a eu la période 13h30, 14h, qui s'est encore intensifiée. Je dirais la dernière période presque d'affrontement où les manifestants, moi je l'ai vu aussi de mes unions, essayent de rentrer sur la bassine. Il y a eu un énorme usage de la force à ce moment-là. Il y a eu énormément de grenades jetées dans cette demi-heure. On voit vraiment une escalade de la violence. Et surtout, on voit des grenades, etc., lancées extrêmement loin, voire des tirs tendus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette demi-heure, d'ailleurs, qui figure très peu dans les rapports soit de la gendarmerie, soit de la préfète, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment cette demi-heure très, très charnière dans la violence ? Oui, nous, donc, pour le coup, nous, on s'y est beaucoup intéressé. Elle est évidemment dans le prolongement des premières minutes de la mobilisation. D'ailleurs, juste avant, il me semble que c'est vers 13h23, 24, on aperçoit des gendarmes avec une scène un peu hallucinante où on les voit courir avec des caisses de munitions pour aller réapprovisionner leurs collègues. Ce qui montre que déjà en amont, il y a eu un usage qui était vraiment très massif de ces armes. Et nous, en fait, on a fait du comptage sur nos vidéos, notamment des grenades qui étaient lancées. Le comptage, on l'a fait surtout à partir des détonations, donc même sans prendre en compte les grenades qui ne produisent pas de détonation ou d'effets sonores, c'était déjà absolument énorme. Et quand on voit les chiffres, qui sont en plus les chiffres officiels, de 5015 grenades lacrymogènes lancées, où on ne précise pas que parmi elles, il y a eu les grenades GM2L qui sont extrêmement dangereuses, qui explosent, qui à de multiples reprises ont mutilé des personnes. Des grenades de désencerclement GONL, où en fait il y a une projection de 18 petits plots en caoutchouc et qui a une vitesse énorme, de plus de 340 km/h, qui pénètrent les chairs et qui produisent toutes les blessures qu'on a pu constater par la suite. Les tirs de LBD, et puis les grenades qu'on appelle grenades ASSD, et qui, elles, en fait, explosent et produisent une détonation très forte. Comme ça, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment très dangereux. On peut se faire percer le tympan à cause de ça. L'explosion en elle-même est très dangereuse. Dans certains cas, elle peut être létale. Et ce qu'on a observé, c'est en fait un usage des grenades qui ne s'arrêtait jamais. On n'a même pas pu compter, nous, tout ce qu'il y a eu. C'était pas possible. Et effectivement, on a observé à de multiples reprises des tirs tendus. Et c'est seulement ceux qu'on a observés et qu'on a pu observer parce qu'il y avait un air qui était complètement saturé de gaz lacrymogène, donc on ne voyait pas toujours très bien. Puis on a essayé quand même à ce moment de rester relativement à distance pour notre propre sécurité. Et l'utilisation de dispositifs de propulsion à retard, donc qui peuvent être de 50, 100 ou 200 mètres, qu'on insère dans les lanceurs. Et donc on peut quand même, les gendarmes peuvent dans une certaine mesure, maîtriser la distance à laquelle ils envoient les grenades. Donc on ne peut que constater que les grenades qui ont été lancées très en amont dans les cortèges qui restaient vraiment à grande distance des gendarmes provenaient d'une intention délibérée de le faire. Ouais, et sur cette période, moi ce que je trouve ça très étonnant, c'est que les rapports ne font pas mention de cette période, alors que pour nous ça a été une des périodes les plus violentes.
même, je dirais même traumatisante psychologiquement, quand on a vu passer des dizaines de personnes blessées, donc mutilées, avec des fois des bras arrachés, pardon, pas des bras arrachés, mais des grosses plaies sur les bras, je sais plus, j'ai plus tous les souvenirs, mais des blessures vraiment de guerre. Et on entendait des appels aux médics extrêmement souvent, c'était quand même assez traumatisant, et moi je trouve ça très étonnant que le rapport ne mentionne pas cette période-là. Ce qui a été, y a deux choses qui m'ont aussi frappé du côté de Gérald Darmanin. D'ailleurs, vous l'indiquez dans le rapport, le 27 mars 2023 sur BFM, le ministre de l'Intérieur a uniquement annoncé que 260 grenades GM2L avaient été utilisées par les seuls 40 gendarmes du PM2I. Ce chiffre n'est guère significatif puisqu'il permet simplement de connaître le nombre de GM2L utilisés spécifiquement par 40 des 3000 gendarmes mobilisés pendant la journée. Nous notons, donc c'est vous qui écrivez ça, que la GM2L est la seule grenade pour laquelle les autorités n'ont pas voulu annoncer de chiffres précis. Comment ça s'explique, ça ? Le grand public, notamment, tend à connaître aussi leur grande dangerosité du fait de toutes les personnes qui ont été blessées et mutilées par ces grenades lors de précédentes mobilisations. Pour preuve de leur dangerosité, on a même interdit, au départ, les forces de l'ordre pouvaient les lancer à la main. Ça a été interdit puisqu'il y avait des risques de blessures qui étaient beaucoup trop importants. Maintenant, c'est seulement aux lanceurs. C'est la seule, ça c'est les éléments qu'on peut apporter. Je ne m'explique pas pourquoi les autorités refusent d'en parler. Oui, je pense qu'on peut clairement pas s'avancer sur qu'est-ce que ça signifie qu'il n'ait pas voulu mentionner ce nombre de grenades. On constate juste que la GM2L, qui est une des grenades les plus mutilantes, est la seule grenade sur laquelle le gouvernement n'a pas annoncé de chiffres précis. Vous évoquez le fait que donc il y avait 20 000, 25 000 manifestants. Tout le monde a été visé par ces grenades lacrymogènes, par ces grenades en général. Tout le monde aurait pu, et toute catégorie de personnes a été blessée, mais il y a quand même une diabolisation du cortège de tête dont on a beaucoup parlé aux médias, qui donc c'est pas un black bloc, il s'appelle cortège de tête, eux-mêmes, et disent que voilà, ils sont là pour essayer de rentrer sur la bassine. Et justement, il y a eu une cristallisation autour de ce cortège de tête. C'était la défense du ministère de l'Intérieur de dire oui, mais ils étaient super violents, oui, mais ils ont cramé un camion. On l'a vu, l'image en boucle sur BFM ou sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est pour ça que je m'intéresse à la question disproportionnée de la force. Est-ce qu'on peut répondre avec des armes de guerre à des feux d'artifice ? Alors je pense que nous, en tant qu'observatoire, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on ne fait que constater ce qui se passe. On ne propose pas des manières de faire le maintien de l'ordre. Nous, on est juste là pour constater ce qui se passe en manifestation. Et on prend en compte ce que font les manifestants uniquement pour comprendre le contexte dans lequel sont utilisées les armes de guerre. Et après, on va voir si ça peut être proportionnel ou pas. C'est une question qui est assez difficile en réalité d'analyser la proportionnalité puisque elle implique aussi une mise en balance. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on va regarder le droit international et en particulier le droit international des droits de l'homme. Est-ce que les forces de l'ordre, la stratégie du maintien de l'ordre le respectent ? Et sans même parler de violence des manifestants, en fait, ce qu'on constate, c'est que on peut pas parler de proportionnalité à partir du moment où on utilise des armes de guerre sur une foule pacifique, qu'on va utiliser notamment des grenades lacrymogènes directement à l'encontre d'élus qui protègent eux-mêmes des blessés. C'est complètement incompatible avec l'idée de proportionnalité de l'usage de la force. Justement, en parlant de constat, il y a Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, qui dit à Sainte-Soline, la réponse de l'État m'a paru largement disproportionnée. Et ça, vous le mettez dans le rapport. Ce que vous venez d'évoquer aussi, il y a des scènes que vous avez constatées, si on veut s'en tenir aux faits, qui sont quand même... on va dire, représentatif de ce qui s'est passé cette journée-là. Vous venez de le dire, vous évoquez ce moment où les élus et d'autres militants protégeaient des blessés et ont été visés par des gaz lacrymogènes de la toujours PM2I qui blaident encore une fois la légitime défense. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette scène ? Oui, alors cette scène, elle se déroule exactement à 13h55. Donc, comme je l'ai dit, on peut avoir, nous, les horaires exacts parce qu'on a fait des minutiers. À ce moment-là, il y a des blessés qui sont en retrait sur une route. Et donc, c'est des blessés, c'est pas des gens qui se sont foulés la cheville, quoi. C'est des blessés qu'on ne peut pas transporter. C'est notamment la zone où il y a des blessés qui sont aussi avec le pronostic vital engagé. Il y a au moins une personne qui était là, qui avait le pronostic vital engagé. Et donc, à ce moment-là, les élus, qui décident
de faire une chaîne autour de ces blessés pour les protéger. Et donc c'est une zone où les élus l'ont très bien expliqué, il n'y a pas d'affrontement, on ne chante pas de slogan ni rien, c'est vraiment juste on est là pour protéger les blessés, il n'y a même plus de manifestation ni rien, juste on protège les gens parce qu'on ne sait pas s'il y a des gens qui vont peut-être mourir, quoi. À partir du moment, le PM2I, donc les quads, commencent à gazer cette zone-là alors qu'il n'y a aucun danger, quoi. Cette zone ne représente aucun danger pour le PM2I et pourtant ils vont gazer ces blessés. À partir de là, Marine Tondelier fait un premier tweet pour demander à la préfète d'arrêter de gazer les blessés parce que du coup, des blessés qui avaient un pronostic vital engagé ont dû être déplacés donc à cause de ce gazage. Donc pour moi, c'est quelque chose quand même qui est très grave. Et donc suite à ce tweet, la préfète va expliquer que le PM2I aurait gazé parce qu'il aurait été attaqué par des individus armés d'engins incendiaires. Nous, on avait 2 équipes qui étaient sur cette zone-là, précisément, et qui n'ont constaté qu'il n'y avait aucun engin incendiaire qui n'a été utilisé contre le PM2I à ce moment-là. Donc voilà, déjà, on vient en contradiction avec ce que dit la préfète. Donc voilà, ça c'est un des exemples, on a de multiples exemples dans le rapport, de périodes où il y a un discours officiel qui se construit pour justifier l'usage de la violence. Et nous, notre rapport, l'objectif c'est de produire un autre discours de réellement nous ce qu'on a vu et ce qu'on a pu constater. Vous parlez aussi de la trêve de 14h08 à 15h08. Là aussi, vous n'avez pas la même version que celle des rapports de la gendarmerie et de la préfecture. Nous, on a confronté, donc si vous voulez, on avait quand même 5 équipes qui étaient présentes sur place. On a essayé dans la mesure du possible de se répartir sur toute la zone de la mobilisation. Et quand on confronte nos minutiers, qu'on a vérifié grâce aux vidéos, où on avait déjà tout minuté, comme on vous l'explique, à partir de 14h08, pas une seule équipe ne constate le moindre affrontement. Enfin, la zone est calme, il ne se passe plus rien. Et ça dure 1 heure. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que la gendarmerie et la préfecture, eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Sur le rapport de la gendarmerie, ils annoncent la trêve à 14h20. Le rapport de la préfecture l'annonce à 14h30. Donc déjà, c'est quand même assez bizarre que la gendarmerie et la préfecture ne soient pas d'accord. Mais voilà, nous, ce qu'on a constaté, c'est que la trêve, il n'y a plus aucun usage de la force à partir de 14h08, et ce, jusqu'à 15h08. Justement, ces horaires de trêve sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse scène qui a été discutée, rediscutée. Donc nous, aux médias, on en a parlé sur le fait, et après qu'il y a eu plein de tergiversions médiatiques là-dessus. C'est cette fameuse heure d'attente pour Serge, dont le pronostic vital est resté engagé d'ailleurs plusieurs mois, blessé à la tête probablement par tir de grenade, qui a déjà dû être déplacé dans cette scène où la PM2I est venue faire des gaz lacrymogènes sur le cortège calme. Il a été pris en charge, si je relis votre rapport, par les médics vers 14h05 environ. J'ai également cette version-là, parce que j'étais sur place aussi au début de la trêve, et le SAMU s'est vu bloqué et n'a pas pu venir porter secours à Serge pendant 1 heure. Il y a un extrait de l'appel entre les avocats de la LDH et le SAMU où ils disent « On n'a pas l'autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est sous leur commandement » et les médecins militaires arrivent vers 14h57. Donc 1 heure, il y avait quand même les médics, mais 1 heure d'attente du SAMU. On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous êtes considéré comme étant dangereux sur place. Ok. Donc, Mais si ça l'est pas, donc vous avez la même assistance à personne en pas de danger. problème, mais on doit rendre nos secours en sécurité également. On peut pas, nous, malheureusement, on n'a pas l'autorisation de les envoyer comme ça. Vous n'avez pas autorisation des forces de l'ordre ou de votre analyse? On n'a pas l'autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est sur leur commandement. Quelles institutions du coup? Voilà. On a besoin d'analyser très clairement parce que là il y a quelqu'un qui peut décéder, donc pour que les responsabilités soient établies, on a besoin de On savoir. fait au mieux, mais malheureusement, il n'y a pas de Donc qui interdit l'accès à cette personne en danger grave, vital? Et donc vous confirmez que c'est la préfecture qui interdit l'accès, c'est ça en fait? Non, c'est pas la préfecture qui interdit l'accès, je vous dis que c'est le commandement sur place. Ok, comment on fait pour contacter le commandement sur place? Eh ben, il faut passer par la préfecture. Ok, Je ne peux pas vous les passer est-ce qu'on peut faire le 17 pour avoir le commandement sur place, vous croyez ou quoi? Il faut passer par les forces de l'ordre. Et c'est quoi vous votre contact avec eux? Mais nous, malheureusement, au SAMU, on est juste là. En fait, on nous demande d'envoyer des moyens qu'on envoie avec des points donnés. On ne peut pas faire le plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette scène qui a énormément été débattue sur tous les médias d'ailleurs? Oui, alors on va s'attacher à être très précis en donnant les horaires exacts. Donc Serge est blessé à 13h45. À 14h11, le SAMU donc dit aux observateurs de la LDH et notamment à ses avocats ne pas pouvoir intervenir parce que les autorités ne le veulent pas, ils ne les autorisent pas.
Les pompiers nous ont aussi déclaré ne pas pouvoir parvenir aux blessés durant cette période-là. La version des autorités, c'est qu'ils ont empêché le SAMU et les pompiers de passer parce qu'ils auraient pu être pris à partie et que c'était dangereux pour eux. Sauf que nous, on montre qu'à partir de 14h08, il n'y a plus aucun affrontement. Donc ce n'est pas possible. Deuxième argument, Serge, à ce moment-là, il ne se trouve pas à l'endroit où il y a les manifestants. Il se trouve très précisément à 200 mètres du dispositif de gendarmerie et à 400 mètres des manifestants qui sont assis par terre et qui organisent un pique-nique. Donc l'argument de le SAMU était en danger s'ils allaient intervenir, nous, ça nous paraît difficilement compréhensible au vu de ce qu'on a observé. Voilà, et les médecins militaires, selon le rapport de la gendarmerie, donc les médecins militaires, c'est les médecins de la gendarmerie, donc ils se retrouvent à 200 mètres de Serge. Selon le rapport de la gendarmerie, ils interviennent à 14h35. Là encore, nous, on a une équipe d'observation sur place, et c'est ce que les vidéos montrent de cette équipe et ce qu'ils ont écrit dans leur métier, c'est que le médecin militaire n'arrive en réalité qu'à 14h57, soit 46 minutes après le premier appel au SAMU. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Mais très vite, en fait, le médecin militaire il va se rendre compte que l'état de Serge est beaucoup trop grave et qu'il ne va pas pouvoir le prendre en charge. Et donc c'est qu'à 15h05 que le SAMU arrive auprès de Serge. C'est une scène que la préfecture des Deux-Sèvres va sans cesse réfuter. Juste après la publication du rapport, 24 heures après, la préfecture des Deux-Sèvres sort un communiqué pour réfuter le fait que le SAMU ait été bloqué. Comment c'est possible que deux versions des faits s'opposent tellement alors que vous étiez sur place et vous avez observé ça ? Nous, ça nous interroge évidemment beaucoup, puis surtout ça nous inquiète. On parle de la construction d'un récit qu'on trouve alarmante. Ce qui s'est passé est très grave. Et du fait qu'on le rapporte, on montre que c'est très grave. Le gouvernement et le président de la République lui-même a adopté une rhétorique assez guerrière à la suite des événements. Emmanuel Macron, le 30 mars, dit « Il y a des gens qui venaient contester qui étaient là en famille, mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. » Qu'il y ait des contestations, c'est une chose. Rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs, à Mel, le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement claires sur ce sujet. C'est complètement faux, évidemment. Donc il ne s'agit pas d'une guerre. Et quand bien même ça aurait été le cas, si on s'attache au droit international humanitaire, qui est le droit des conflits armés, en période de conflit armé, c'est complètement proscrit d'entraver les secours. Donc c'est vraiment très grave. Et ça rejoint un peu cette idée qu'on a construit un ennemi d'État. La préfecture avance plusieurs arguments, notamment que les manifestants n'ont pas voulu passer par le 15, le 18, que les consignes de l'organisation étaient de tout le temps passées par les médics de l'organisation, et aussi ce fameux argument de la zone d'exclusion. Je vais citer le communiqué de la préfète qui date du 28 mars 2023. Ce n'est donc que pour éviter que le SAMU ou les pompiers ne soient pris à partie aux victimes collatérales des affrontements violents que cette consigne a pu être passée dans un contexte où les groupes violents se déplaçaient très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe de zone d'exclusion et en quoi la préfète ou non dit vrai dans ce communiqué ? Alors déjà, on peut rappeler que cette zone d'exclusion n'est absolument pas une notion juridique. En plus de cela, il y a comme l'a rappelé Capucine à l'instant, il y a une obligation de secours même en temps de guerre. Donc j'imagine que dans des opérations de maintien de l'ordre, c'est même pas j'imagine, c'est sûr, c'est obligé de porter en aide aux personnes blessées. Et puis, comme on l'a déjà dit, cette zone d'exclusion, elle s'applique en plus pour des périodes où il y aurait des affrontements. Comme on l'a expliqué, depuis 14h08, il n'y a plus aucun affrontement, donc il n'y a plus de danger. Les manifestants sont à 400 mètres du blessé. La zone où se trouve Serge, il n'y a plus de blessés. Et les manifestants sont à 400 mètres, pour la plupart, en train de pique-niquer. Et ensuite, après tout ça, il y a évidemment une campagne politique et médiatique qui avait déjà démarré, mais qui recommence après tout ça, avec une diabolisation
énorme des manifestants, même une trahison des faits. De toute façon, on le voit dans ces rapports. Que non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Seules des armes intermédiaires ont été utilisées. Par contre, des armes de guerre de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail Molotov. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir. C'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Non, Madame la préfète n'a pas refusé de répondre à Madame Tondelier. Elle a eu énormément d'échanges, d'ailleurs, tout au long de la journée avec elle. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogène contre les individus blessés qui étaient en retrait. Vous, dans ce rapport, en fait, vous montrez que l'État a menti, en fait. Oui, il y a une vraie construction d'un récit officiel et qui est un peu fou. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient présentes. Donc nous, en fait, on constate les faits, on cherche des preuves pour les rapporter, pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. Mais en soi, on n'apporte pas de grandes révélations. Ça s'est passé à l'air libre, au grand jour, avec des milliers de personnes présentes. Et ça, c'est vraiment très grave aussi. Oui, d'ailleurs, les médias indépendants s'est un peu cassé le nez à tenter de raconter ce qu'on a tous vu là-bas. Un rapport donc qui, comme vous l'avez dit, rapporte les faits minute par minute, qui est extrêmement précis et sérieux d'ailleurs. Rapport qui est déjà mis en cause 24 heures après par des députés de la majorité ou par la préfecture des Deux-Sèvres. J'ai le communiqué ici. La préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubé, réfute à nouveau les accusations sur une prétendue entrave délibérée au secours, ces propos sont infondés, etc. Et puis il y a autre chose, ce rassemblement avait été interdit par arrêté préfectoral au vu des risques de troubles, etc. etc. Les participants commettaient donc bien un délit. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à ce communiqué ? Oui, notamment sur le dernier point. Donc sur la question de l'entrave au secours, il n'y a pas vraiment d'arguments qui réfutent nos constatations, si ce n'est de dire qu'elles sont infondées et que c'est faux. Mais nous, je pense qu'on a déjà prouvé dans notre rapport que ça n'était pas le cas et charge aux autorités d'apporter la preuve du contraire. Sur la question de la participation à une manifestation interdite qui serait un délit, c'est juridiquement faux, puisqu'il s'agit d'une contravention de 4e classe. La différence peut paraître un peu une question de spécialistes, de juristes, etc. Ce n'est pas vraiment le cas, puisque quand il s'agit d'un délit, on peut placer des personnes en garde à vue, les interpeller sur ce fondement, notamment lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue. Là, il s'agit d'une contravention de 4e classe. C'est-à-dire que, par exemple, quand on se faisait verbaliser pour non-port du masque, on avait une contravention de 4e classe. Il s'agit de ça. Donc, c'est grave parce que c'est faux. C'est grave puisque, sous prétexte que la manifestation était interdite, on vient justifier ce recours à la force qui a fait plus de 200 blessés. Et c'est grave aussi, puisque en fait, ça poursuit cette rhétorique de la criminalisation des manifestants, qu'il s'agisse de délinquants, d'éléments violents, d'éléments radicaux qu'il faut maîtriser. Oui, notre rapport vient de dire qu'il y a un usage complètement disproportionné et non nécessaire de la force. Le fait que la manifestation soit interdite ne justifie en aucun cas qu'il y ait un usage disproportionné et non nécessaire de la force. Ce n'est pas une justification. Et puis nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a apporté des preuves, on a des vidéos, on a des minutiers, on a des photos, on a la preuve de ce qu'on dit. Par exemple, la préfecture ou les députés qui nous ont répondu n'apportent aucune preuve en contradiction. Nous, on aimerait bien avoir un débat sur le fond, sur ce qui s'est passé, pour qu'eux apportent des preuves du contraire. Qui serait intéressant et qui avancerait pour une fois le débat. Alors, si c'est difficile de vous attaquer sur le fond parce que vous êtes quand même très bétonné, du coup, le plus facile, c'est de vous attaquer sur votre crédibilité. On se rappelle de Gérald Darmanin qui s'était posé la question des financements de la Ligue des droits de l'homme. Et puis, dans le communiqué d'Emmanuelle Dubé, on a aussi le fait qu'a été souligné le soutien apporté par plusieurs sections locales de la Ligue des droits de l'homme au rassemblement en cause. Est-ce que c'est une première qu'on s'attaque au fondement de la Ligue des droits de l'homme ? C'est une stratégie ? Comment vous avez un peu vécu ces attaques-là ? Alors, en premier lieu, j'aurais tendance à dire que ça nous conforte dans l'idée que notre travail de contre-pouvoir est utile et probant. Et si on cherche à nous discréditer de cette façon-là, c'est peut-être parce qu'on est un peu gênant, d'une certaine manière. Il n'en demeure pas moins que c'est problématique pour nous, puisque par exemple on a eu du matériel, une des équipes a vu son matériel saisi, ce qui est une entrave à l'observation.
Nous, on a un statut d'observateur. Donc, comme je le disais plus tôt, qui est protégé par le droit international. Le Conseil d'État lui-même l'a reconnu dans une décision de 2021 où il assimile en partie ce statut à celui des journalistes, le droit d'observer, de se maintenir malgré un ordre de dispersion. C'est protégé par les Nations Unies, c'est protégé par l'Europe, la Commission de Venise, l'OSCE. En France, la CNCDH aussi a amené ça. Même le jugement du tribunal administratif de Poitiers, qui est plutôt une ordonnance puisqu'il s'agit d'une procédure en référé, reconnaît que la décision de la préfète est illégale puisqu'elle méconnaît la jurisprudence du Conseil d'État. À partir de là, nous, on est droit dans nos bottes. C'est la première fois que vous constatez de telles entraves à votre possibilité d'observer dans la Ligue des droits de l'homme ? Que ça vienne des autorités aussi haut placées, oui, on va dire. Par contre, sur le terrain, c'est pas nouveau. Là, même depuis Sainte-Soline, on a été des observateurs de Toulousains, des observateurs rennais. On a eu des remontées qui se faisaient entraver dans leur mission d'observation par les forces de l'ordre. Donc ça, c'est pas nouveau quand même. Ça fait quelques années qu'il y a eu des observateurs qui ont déjà été, même parisiens, qui ont été blessés par les forces de l'ordre il y a quelques années. Donc non, ça, par contre, c'est pas la première fois. Donc, comme je disais, il y a eu le questionnement autour de Gérald Darmanin sur les financements de la Ligue des droits de l'homme, la dissolution du mouvement des soulèvements de la terre. On a vu aussi des mensonges toujours de la part du ministère de l'Intérieur autour de la mort de Naël, des discussions sur la restriction des réseaux sociaux, l'activation des écoutes à distance sur nos appareils connectés votés au Parlement. Est-ce que tout ça, toujours en termes de constatation, est-ce que vous voyez une réelle menace en ce moment pour nos droits et nos libertés en France? Alors, c'est-à-dire que nous, ici, on est présents en tant qu'observateurs. Donc, on ne porte pas la parole politique de la LDH. En revanche, ce qu'on peut dire au regard du droit, c'est qu'il y a une véritable atteinte à la fois à la liberté d'expression, au droit de réunion pacifique et aussi à la liberté associative. Et ça, je pense qu'on peut tous être d'accord pour considérer que c'est très inquiétant. Merci beaucoup, Capucine Blouet, donc je le rappelle, observatrice pour la LDH, et Flavien Lezu, observateur également pour la LDH. Empêcher l'accès à la bassine, quel que soit le coût humain, donc c'est le titre du rapport des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières qui est sorti ce lundi 10 juillet pour faire la lumière sur les événements de Sainte-Soline samedi 25 mars lors de la manifestation contre les méga-bassines. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de toujours nous suivre, même l'été. Nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débat et de décryptage, et ce, au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le paysage audiovisuel français dépend toujours de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été et être prêts pour le grand virage de la saison 7 du média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 € de dons. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. On compte sur vous, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux. Je vous dis à très vite.